Alors, l'exemple canonique, c'est le fil infini. Vous vous souvenez qu'en électrostatique, j'avais commencé avec le fil chargé linéiquement infini. Vous vous souvenez de ça? Et bien là, je recommence avec un fil infini. Ce sera le premier exemple du théorème d'Ampère. C'est l'exemple voilà, qu'il faut à tout prix maîtriser et qui va tout nous expliquer comment ça marche. Donc, on a un fil infini, mais évidemment, là, maintenant, ce sont des courants. Hein, donc, c'est un fil infini parcouru par une intensité I. Donc, c'était une modélisation filiforme par une intensité I, donc en ampères. Donc, on est dans une modélisation de courant filiforme. Rien qu'avec cet exemple-là, on va voir toutes les étapes d'application du théorème d'Ampère. Et devinez quoi, ce sont les mêmes qu'avec quelque part un peu le théorème de Gauss, sauf que c'est le théorème d'Ampère au lieu du théorème de Gauss, mais les premières étapes sont les mêmes. Donc, première étape, donc méthode de résolution, donc calcul du champ par le théorème d'Ampère. Alors, première étape, devinez quoi? Eh bien, c'est la détermination de la direction de B. Et devinez comment on fait? Eh bien, on utilise les propriétés de symétrie ou d'antisymétrie, mais de qui? Pas du champ, des sources du champ, c'est-à-dire des courants. Alors, comment déterminer la direction de B? Donc, je prends un point M, n'importe où dans l'espace. Le seul truc, c'est ne le prenez pas sur le fil. Il n'y a que sur le fil que le champ, on le verra, ne sera pas défini. Donc, mais vous le prenez n'importe où. Quel va être le système de coordonnées adapté à la situation? Le fil est infini, il est rectiligne. On va travailler en coordonnées cylindriques. Avec évidemment, donc je dessine la base locale, hein, ER, Eθ, Eφ. Donc on est en 3D. Alors, comment déterminer la direction du champ B au point M? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure comme propriété? Souvenons-nous. Ah, je ne me souviens plus. Je mélange tout dans ma tête. Ah, ben je me souviens ce qui se passait pour le champ E. E, il appartenait à un plan de symétrie et il était perpendiculaire à un plan d'antisymétrie. Ah, je me souviens que pour le champ B, c'est juste le contraire. Donc B, il est comment par rapport à un plan de symétrie? E, il appartenait à un plan de symétrie, mais B, lui, il va être perpendiculaire à un plan de symétrie. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je trouve un plan de symétrie, mais de qui? Des courants qui passent par M. Est-ce que c'est possible? On va voir après. Autre propriété qu'on a vue ensemble. B, il appartient à un plan d'antisymétrie des courants. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux en magnétostatique? Est-ce qu'il vaut mieux trouver un plan de symétrie ou est-ce qu'il vaut mieux trouver un plan d'antisymétrie? Ah bah oui, je pense que vous avez tous compris qu'il vaut mieux trouver un plan de symétrie, parce que si j'ai un plan de symétrie, comme B est perpendiculaire, j'aurai directement la direction du champ. Si je trouve un plan d'antisymétrie qui passe par M, quel est le problème? Ça ne me suffira pas à déterminer la direction du champ, il en faudrait au moins 2, et ça, il n'y en a pas tous les jours 2. Est-ce que je peux trouver un plan de symétrie des courants qui passent par M? Alors attention, comme en électrostatique, qu'est-ce que je vous demande? Il faut qu'ils passent par M, hein? Donc, il faut me dire M et 2 vecteurs de base. Alors, c'est un plan de symétrie pour les courants. Erwan? Alors, oui, tu as un peu une chance sur 2. Alors, on va voir qui est quoi. Oui, celui-là. Donc, alors, celui-là, c'est le plan M, ER, EZ. C'est le plan du tableau, quoi. Alors, est-ce que c'est un plan de symétrie ou est-ce que c'est un plan d'antisymétrie? Regardez pour les courants. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais les courants, ils sont contenus dans ce plan. Donc, si je prends un point M ici, qui est sur les courants, eh bien, je peux dire qu'effectivement, l'élément de courant, il sera confondu avec son propre symétrique. Autrement dit,
Là, regardez, les lignes de courant ne transpercent pas. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne, mais elle est précieuse. Là, les lignes de courant, elles sont contenues dans le plan. Les lignes de courant sont confondues avec leur propre symétrique ici. Et donc ça va être un plan de symétrie des courants. Et qui contient les courants. Ce sera très souvent le cas. Donc ça, c'est un plan de symétrie des courants, effectivement. Ah, bah ça y est. Donc du coup, le champ magnétique, il est comment? Il est perpendiculaire à ce plan. C'est pas difficile de voir la direction qui est perpendiculaire à ce plan. Hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal à voir dans l'espace, regardez, c'est quand même pas difficile. Vous avez ER, Eθ, EZ. Le plan, il contient les vecteurs ER, EZ. Quelle est la direction perpendiculaire? C'est Eθ. Donc B, il est parallèle à Eθ. Il est selon Eθ. Eh bien, on a résolu. Mais alors maintenant, on va faire un truc pour le plaisir, un petit truc redondant. Est-ce que j'ai un plan d'antisymétrie qui passe par M? Est-ce que quelqu'un en voit un? Alors, si je prends le plan M, alors je fais un petit peu un dessin en perspective. Hein. MER Eθ. C'est quoi ça? MER Eθ. Eh bien, ça, c'est un plan d'antisymétrie. Alors, pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Allez, je prends 2 points ici, P et P', et je vais dessiner les éléments de courant. Alors, ils sont comment, les éléments de courant? DC et DC'. Ils sont comment, ces éléments de courant? Est-ce qu'ils sont symétriques ou antisymétriques par rapport au plan? Regardez. Symétrique, ce serait comme ça. Mais ils sont comme ça. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Et le champ B, il appartient à ce plan d'antisymétrie. Donc, effectivement, ça conforte ce qu'on vient de voir, puisque le vecteur Eθ appartient à ce plan d'antisymétrie. Donc, mais il suffisait d'un plan de symétrie, on a déterminé la direction de E. Donc, vous retenez, pour déterminer la direction du champ, il nous faut un plan de symétrie qui passe par M, éventuellement 2 plans d'antisymétrie, mais la plupart du temps, ce sera un plan de symétrie qui passe par M. Et ça suffit, il n'en faut même pas 2, il suffit d'un. Donc, deuxième étape, c'est donc la détermination de la dépendance de la norme du champ vis-à-vis des coordonnées. Alors, je vais mettre un truc général, hein, même si là, je suis en cylindrique. Vis-à-vis des coordonnées. Donc ici, je suis en sphérique. Si vous êtes en cartésien, c'est x, y, z. Si vous êtes là, je suis en cylindrique. Donc, c'est r, θ et z. B, la norme du champ. Alors, attention, surtout, c'est pas parce que B est parallèle à Eθ qu'il va dépendre de θ. Si vous ne séparez pas bien les deux étapes, eh bien, vous allez vous auto-torpiller. Alors, on a ce fil infini. On regarde, alors, quel va être le moyen de savoir de quoi dépend la norme du champ? On ne confond pas les invariances et le but. Hein. Le but, ce n'est pas les invariances pour les invariances. Hein. Le but, c'est la détermination de la dépendance de la norme de B vis-à-vis des coordonnées. Donc, on va utiliser pour ça les invariances des courants vis-à-vis des rotations ou des translations. Donc ici, courant invariant par translation selon OZ, on est dans un problème à symétrie cylindrique, et par rotation autour de l'axe, puisque les courants sont localisés sur l'axe lui-même, donc il n'y a rien en dehors de l'axe. Donc invariant par rotation autour de Z, on peut le dire. Et voilà, donc ça veut dire que le champ lui-même ne dépendra ni de θ ni de Z. Conclusion, alors le champ, il dépend de R, et même je vais mettre une mesure algébrique, parce que je ne connais pas son sens, mais il est selon Eθ.
Alors, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué qu'en magnétostatique parce que en électrostatique, souvent c'était tiens, le champ est selon ER, il dépend de R. Tiens, le champ est selon EZ, il dépend de Z. Mais on avait déjà appris à bien distinguer ces deux étapes. Et vous voyez que maintenant, pour le champ magnétique, ça devient crucial parce que la plupart du temps, ici, vous aurez une direction avec, entre guillemets, un indice dans une base locale. Et là, vous aurez une dépendance qui ne sera pas la même. Hein, donc, il faudra être vraiment très attentif. Mais si vous avez appris à bien séparer les deux types d'arguments, eh bien, vous ne serez jamais piégé. Tout se passera très bien. Vous ferez les bons raisonnements. Voilà. Et donc, voilà le champ. C'est sa forme. Alors, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on faisait avec le champ électrostatique? Arrivé là, on énonçait le théorème de Gauss. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va énoncer le théorème d'Ampère. Alors, et on ne le fait pas en Louis Croivet-Bâton. On utilise les bons mots. Alors, les bons mots, c'est quoi? On vient de le voir, hein, c'est tout neuf. Donc, la circulation, ça, c'est pas un flux. Hein. La circulation du champ magnétique sur un contour fermé et orienté est égale à μ0 fois la somme des courants I enlacés par ce courant et algébrique. Alors, algébrique, on peut tout de suite expliquer. C'est là-dessus qu'on va vous cuisiner. Algébrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais les compter positivement s'ils traversent. Alors, tout de suite, vous pouvez faire un petit dessin de principe comme ça. Donc, j'ai orienté un contour. J'ai donc induit un sens positif pour toute surface qui s'appuie sur ce contour. Et je compterai positivement les courants qui vont transpercer la surface dans le sens de ds et je les compterai négativement s'ils sont en sens contraire. C'est ça que ça veut dire. Tout de suite, vous pouvez le dire. Vous rassurez l'examinateur. Il dit « Ah, c'est bon, il a compris. » Parce que je vais vous dire, hein, ça, à peu près, tout le monde arrive à le dire. Hein, circulation, bon, encore circulation, hein, ça c'est... non, pas tout le monde. Hein, on me dit l'intégrale, machin. Circulation sur un contour fermé égale μ0i. μ0i, et surtout, ne me demandez pas trop ce que c'est i. Hein, parce que enlacer, déjà, qui enlace qui? Est-ce que c'est les courants qui enlacent le contour ou le contour qui enlace les courants? Là, déjà, c'est pas clair pour 50% des candidats. Et ensuite, quand on demande algébrique, là... je ne sais pas trop. Est-ce que, quand on demande aux candidats, est-ce que vous avez le choix du sens de parcours? Déjà, il y en a plein qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Ils pensent que forcément, les courants qui transpercent la surface doivent être comptés positivement et qu'ils vont être obligés de choisir le sens de parcours pour que ce soit positif, alors que c'est faux. On fait ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est d'être cohérent entre le membre de droite et le membre de gauche. Vous pouvez faire la différence si vous avez vraiment bien compris la démonstration. Alors, on va appliquer ça tout de suite au cas de notre fil. Devinez quelle va être l'étape d'après. Il fallait choisir une surface de Gauss. Maintenant, il faut choisir le contour d'Ampère. Ah, choix du contour d'Ampère. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on avait fait avec le théorème de Gauss? On avait énoncé des critères. Eh bien là maintenant aussi, on va donner des critères. Alors c'était quoi les critères pour le théorème de Gauss? Ah, c'était pas une circulation, c'était un flux. Mais c'était quoi l'idée? Hein, ça j'ai interrogé hier en colle, j'étais bien content, on m'a bien expliqué les critères de choix, j'étais content. Alors c'est quoi? Donc c'était le flux E scalaire ds. Il fallait que E soit parallèle à ds pour que le calcul soit simple. Et que E soit de norme constant. Ou alors, il faut aller fermer avec des parties avec un E perpendiculaire à ds. Vous vous souvenez de ça? Bah ici, devinez ce qui va se passer. Alors, premier truc. Ah oui, premier truc. Il faut que le contour passe par M. Le point auquel on veut calculer, sur lequel on veut calculer le champ. Ah oui, parce qu'il y a plein de gens qui prennent des beaux contours d'Ampère. On a le choix, on peut faire ce qu'on veut
Le problème, c'est qu'il ne passe pas par M. Le contour passe par M, de la même manière que la surface de Gauss passait par M. Deuxième critère, il faut que B, une fois qu'on connaît sa direction, soit parallèle à DL, qui est un vecteur tangent au contour, pour que le calcul de la circulation soit élémentaire, que je puisse enlever les flèches là, mettre au moins une mesure algébrique sur B. Ou alors, il se pourra que par moment on soit obligé de fermer des contours de la même manière qu'on a fermé des surfaces de Gauss, que B soit perpendiculaire à DL. Alors ça n'arrive pas tous les jours, mais quand il faut, il faut. Et puis, que la norme de B soit égale à une constante sur le contour. Et vous vous souvenez avec le théorème de Gauss, quelle était la bonne surprise qu'on a eue très souvent? Je vous l'ai dit. Si vous faites ça, c'est presque automatiquement satisfait. Et si vous faites ça, c'est automatiquement satisfait. Donc vous voyez, c'est redondant. Vous avez l'embarras du choix. Est-ce qu'on peut raisonner ensemble sur ces critères-là pour choisir le contour d'Ampère? Vous savez que plutôt que de balancer votre contour d'Ampère à l'examinateur, si vous lui expliquez comment vous l'avez choisi, vous multipliez votre note par 2. Alors, il faut que je prenne un DL qui va être parallèle à B. Mais B, il est selon Eθ. Quel est un contour qui aurait un déplacement élémentaire qui en chaque point soit parallèle à Eθ? Si je ne devine pas, je regarde le deuxième critère. Il faut que la norme de B soit constant. Mais B, il dépend de R. Mais c'est quoi R? C'est le R des cylindriques, c'est la distance à l'axe. Hein, n'oubliez pas ce que c'est que R en cylindrique. Je prends H, la projection orthogonale. R, c'est ça. Quelle est la courbe à R constant? C'est le cercle, ça y est, vous avez deviné. Donc ça va faire le cercle. Le cercle de rayon R. Et du coup, DL, ce sera quoi? Ben, ce sera R dθ, Eθ. R dθ, Eθ. Ouh, je l'ai déjà orienté là. Je me suis précipité de l'orienter. Alors, très important, est-ce que j'ai le choix? J'ai le choix. Je peux l'orienter comme ça. Quel sera l'avantage de l'orienter comme ça? Alors, c'est que ds sera orienté vers le haut, d'après la règle de la main droite. D'accord? Donc, surtout, ce qui va faire la différence, c'est que vous montriez bien que vous maîtrisez tous les liens qu'il y a entre les choix d'orientation, le ds, machin. Donc, si j'oriente comme ça, le ds, il est vers le haut. Donc, le courant I, il va transpercer la surface qui s'appuie sur le contour positivement. J'ai presque envie tout à l'heure de refaire le même en orientant le contour dans l'autre sens pour que vous voyez que ça va nous donner le même résultat final. Hein, ça vaudrait le coup de le faire sur un petit exemple. Allez, on applique le théorème d'Ampère. Donc, contour d'Ampère, c'est le cercle de rayon R que j'ai orienté dans le sens direct. Alors, la circulation. Du coup, bon, hier, je me suis aperçu qu'il y en a encore qui ne maîtrisent pas parfaitement la notion de mesure algébrique. C'est quoi cette affaire de mesure algébrique? Je ne connais pas, a priori, le sens du champ. Est-ce que le champ va tourner autour du fil dans ce sens-là, ou est-ce que finalement, il pourrait très bien être orienté selon moins Eθ? Donc, ça sert à quoi la mesure algébrique? Ça sert au fait que le signe de B va sortir du calcul. Ce n'est pas à moi de le deviner, mais comme j'ai un vecteur unitaire Eθ, je mets B bar de R Eθ, je ne mets pas une norme,
Si B bar est positif, ça veut dire que le champ B, il est selon plus Eθ. Si B bar est négatif, ça voudra dire qu'il sera selon moins Eθ. Vous voyez, mais si je travaille en mesure algébrique, très important. Hein, il faut que tout le monde maîtrise cette notion de mesure algébrique maintenant. R dθ, Eθ. Du coup, je peux faire le produit scalaire Eθ, ça fait norme de Eθ au carré, ça fait 1. Je peux sortir de l'intégrale tout ce qui dépend de R, puisque je travaille à R fixé, et je fais ça. Alors c'est là que ça va être un peu plus subtil qu'il n'y paraît, regardez bien. Vous avez l'axe de Z comme ça, vous avez le courant I, et vous avez le contour d'ampère avec le point M. Quelle est l'intégrale de dθ? Qu'est-ce qui est important? Regardez bien, c'est comme dans toutes les histoires, vous savez, où vous faisiez rotation d'un solide autour d'un axe fixe. À partir du moment où vous avez orienté l'axe Z, implicitement, qu'est-ce que vous avez fait, même si vous n'en êtes pas conscient? Vous avez défini un sens positif de rotation. Vous vous souvenez avec les moments, si je tourne dans le sens positif, le moment est positif. Si je tourne dans le sens négatif, le moment est négatif. Donc, cette intégrale-là, attention, quand est-ce qu'elle vaudra plus 2π? C'est quand je tourne sur mon contour dans le sens positif induit par le choix de l'orientation de l'axe Z. Ici, c'est le cas. Donc, c'est une question de signe. Hein. Voilà, la circulation. Tout à l'heure, on fera le même en tournant dans l'autre sens. Il faut faire gaffe, hein, parce que si vous tournez dans l'autre sens, il y aura un moins 2π au lieu de plus 2π à cause de ça. Vous voyez, c'est subtil. Égale, d'après le théorème d'Ampère, à μ0 fois la somme I des courants enlacés par le contour et algébrique, c'est-à-dire compter positivement s'il transperce la surface qui s'appuie sur le contour et négativement dans l'autre sens. Donc ici, effectivement, il n'y a qu'un seul courant, c'est celui qui est dans le fil, donc ça fait plus μ0I. Ça va pour tout le monde? Et donc ça vous fait B bar de R est égal à μ0I sur 2π petit r. Donc le champ, il n'est pas défini sur le fil et il décroît en 1 sur R. Et vous vous doutez de ce qui se passe. Pourquoi il n'est pas défini sur le fil? C'est parce qu'on n'a pas tenu compte du rayon du fil. Donc évidemment, après l'étape d'après, ça va être de faire un zoom sur le fil et de voir qu'en réalité, le champ ne tend pas vers l'infini. Mais avant de faire ça, je voudrais juste vous faire le même exo, très rapidement, mais en orientant le contour d'ampère dans l'autre sens, pour que vous voyez que vous avez le droit d'orienter le contour d'ampère dans l'autre sens. Alors, imaginez, donc vous avez I, et puis vous n'avez pas fait attention, vous avez dit j'ai le choix d'orientation, donc ça c'est vers l'arrière, hein. Je le fais passer derrière le fil, ça c'est devant. Je choisis d'orienter le fil, le contour comme ça. Donc ça c'est devant. Hein, et ça, c'est en pointillé, c'est derrière. Donc, vous tournez comme ça autour du fil. Qu'est-ce qui va changer dans l'application du théorème d'Ampère? Juste ça, c'est quand même vachement important que vous sachiez le faire. Donc, si vous énoncez le théorème d'Ampère, il s'énonce pareil. Mais qu'est-ce qui va se passer dans notre calcul, alors? Ben, quand vous allez faire cette circulation, alors, comme vous avez orienté l'axe Z vers le haut, le sens positif de rotation dans le plan, c'est celui-là. Mais vous tournez comme ça. Conclusion, votre circulation, ce sera moins 2πr B bar de R, parce que l'intégrale du dθ, ce sera moins 2π. Mais regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui va changer? Pourquoi vous allez retomber sur vos pieds? C'est ça le truc du théorème d'Ampère, c'est la seule vraie difficulté. Hein, c'est cette cohérence entre le sens de parcours et l'orientation du ds et compter les courants qui transpercent la surface. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, il ne peut plus rien vous arriver. ds est vers le bas. Et donc, comme le courant est vers le haut, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous allez trouver pareil que votre camarade qui a orienté le contour dans l'autre sens? Ben parce que le courant I doit être compté négativement et à la fin, B bar de R, il vaut μ0I sur 2πr, pareil. D'accord? Donc voilà, c'est tout simple, hein, mais ça vaut le coup de le dire parce que par expérience, je vois beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont obligés
de choisir une orientation. Alors c'est vrai que quand vous avez le choix, on ne va pas se compliquer la vie inutilement. Vous allez dire, ah ben, je vais choisir une orientation qui me permet de compter le courant positivement. Mais il faut être bien conscient que ce n'est pas une obligation. OK ?